Et c'est Théo Manval qui est de retour pour vous informer. Bonjour Théo. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. À la une ce matin. Le creux de l'été pour beaucoup, la détente et les vacances. Ce week-end prolongé du 15 août est en revanche capital pour de nombreux commerçants. Pic d'activité de la période estivale, direction Arcachon dès le début de ce journal. Peut-être enfin le jour d'après, dans l'Aude, la fin du plus gros incendie de l'été. Les pompiers espèrent en venir à bout aujourd'hui. 900 hectares sont partis en fumée. Dans ce journal également, François de Rugy, le retour. L'ancien ministre démissionnaire retrouve son fauteuil de député. Donald Trump, lui, veut acheter le Groenland. Et puis oubliez Cannes, Paris, la capitale du cinéma. Le nombre de tournages de films augmente sans cesse dans la capitale. Et c'est surtout maintenant, pendant l'été, que ça se passe. Europe 1. Pendant que vous lézardez sur la plage ou que vous sirotez votre boisson fraîche, il y en a qui s'activent autour de vous. Nous sommes en plein pont du 15 août. C'est la période à ne pas rater pour les professionnels du tourisme. Aux vacanciers de la fin de l'été s'ajoutent les travailleurs qui profitent de ce long week-end. Alors à Arcachon, Mathieu Bock, on s'active encore ce matin pour être au rendez-vous de ces journées cruciales. Pendant que sur la scène devant la plage, les musiciens répètent avant le concert du soir, Geoffrey déballe des bouées et des maillots de bain. Pour ce jeune commerçant, ces quelques jours du week-end de l'Ascension représentent un chiffre d'affaires capital. Une bonne partie du mois d'août, on va dire. C'est le maximum de la saison. Tout se joue, maintenant c'est la météo qui décide pour nous. Jusqu'à présent, elle est clémente. Après, on verra pendant le week-end. Apparemment, ça se corse un peu, mais bon, pour l'instant, c'est bien. Cette année, je suis seul, délibérément. Pourquoi ? C'est trop cher d'embaucher quelqu'un ? C'est cher, il y a un coût, et puis oui, compliqué le personnel, de plus en plus compliqué à gérer. Un peu plus loin, au restaurant chez Diego, les stocks sont faits, le problème n'est pas là. Non, ce qui inquiète Guillaume, le chef de rang, ce sont les plannings. En ce moment, il y a 40 personnes qui travaillent chez nous. Là, c'est surtout les plannings, gérer les effectifs pour avoir le bon nombre de personnes, pour le travail qu'il y a et l'attente client surtout, qui est toujours la même malgré le monde. Actuellement, c'est la période tendue de la saison. En effectif, ça peut être tendu. Pendant ces quelques jours, le bassin d'Arcachon est saturé, puisque en plus des 115 000 habitants qui vivent ici à l'année, les 175 000 places d'hébergement, que ce soit à l'hôtel, en camping ou chez l'habitant, sont toutes occupées. Arcachon, Mathieu Bock, Europe 1. Et d'Arcachon, nous allons 400 km plus à l'est, dans l'Aude, près de Carcassonne, où le plus gros incendie de l'été est désormais circonscrit. Après avoir ravagé plus de 900 hectares depuis mercredi après-midi, d'importants moyens sont toujours déployés pour éviter toute reprise des flammes qui ont plongé les habitants du village de Mons dans un cauchemar depuis 36 heures. On voyait le feu partout, hein. Ouais. Surtout de nuit. Alors de nuit, c'est encore plus... Avec les flammes de 30-40 mètres de haut, vous ne pouvez pas y aller, là, vous ne pouvez rien faire. Hein. Mais là, quand la sécheresse et le vent, c'est très difficile. Il faut que toutes les forces soient mobilisées dans l'heure qui suit. Et comme il y avait déjà des incendies dans l'Hérault, les avions étaient là-bas, le temps de venir c'est 2 heures, et 2 heures, on s'est fait manger. Robert, habitant de Mons, à votre micro, Benjamin Péter, on vous retrouve, Benjamin, sur place. Il reste 200 pompiers à l'œuvre ce matin, 200 pompiers qui espèrent venir à bout du feu définitivement dans la journée. Oui, parce que depuis hier soir, le feu ne progresse plus, mais toute la nuit, ils sont restés mobilisés pour surveiller la montagne et noyer les éventuels points chauds qui pourraient favoriser une reprise des flammes. Ce que m'expliquait un chef de secteur, c'est que ce sont les lisières qu'ils observent tout particulièrement désormais, ces zones où le feu s'est arrêté. Sauf que vous l'imaginez, sur 900 hectares, le périmètre à surveiller est immense, sans compter que la zone est très accidentée. Des véhicules ont été positionnés en hauteur, en vigie. Au moindre signal, à la moindre fumée, des pompiers avec des pompes à eau viennent éteindre ces braises. Un travail de fourmi qui a été entamé hier après-midi. Un peu plus tôt, 4 Canadair et un Dash ont dû effectuer une quarantaine de largages. Les pompiers ont aussi bénéficié de la météo. Une petite averse en matinée qui a fait baisser la température de l'air et le vent moins fort que prévu. Des éléments qui ont permis donc de fixer le feu. Mais désormais, le spectacle est triste. L'épinède qui dominait les villages sont noirs, calcinés. Et dès que l'incendie sera totalement maîtrisé, les gendarmes vont pouvoir commencer à travailler puisqu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie. Merci beaucoup pour ces dernières précisions. Benjamin Péter, en direct de Mons pour Europe 1. Il est 8h04 sur Europe 1. En politique, sorti de la tourmente, il fait son retour sur les bancs de l'Assemblée. François de Rugy redevient député. Ce sera effectif demain, 1 mois et 1 jour après sa démission du gouvernement sur fond de dîner dispendieux, depuis justifié par les rapports d'enquête interne de l'Assemblée nationale. C'est donc un retour pour François de Rugy à sa circonscription de Loire-Atlantique, même s'il a bien fait comprendre qu'il reviendrait volontiers au gouvernement. Une idée qui n'est pas forcément du goût de la majorité, Adrien Beck.
Du perchoir à la place 634, tout à gauche dans l'hémicycle, sans maroquin ministériel ni logement de fonction, François de Rugy se retrouve au cœur d'une majorité pléthorique de plus de 300 députés. Mais il ne redeviendra pas un député lambda, assure un proche. Certes, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Ce proche assure l'avoir prévenu que le retour sur le terrain va être compliqué. Les gens attendent des explications, observe-t-il. Sur le fond, François de Rugy, en vacances pour l'heure, compte bien continuer à faire avancer l'écologie et être utile. Mais comment ? Au niveau local, dans une association, au gouvernement, s'interroge un ancien collaborateur. Emmanuel Macron et Édouard Philippe pourraient-ils le faire revenir ? Aucun commentaire de rigueur à l'Élysée comme à Matignon. Dans la majorité, certains jugent l'idée pas illogique. Après tout, il a été blanchi, dixit un marcheur. Un cadre du groupe est beaucoup moins tendre. Ses explications sur ces dîners étaient foireuses. Qu'ils reviennent, ça n'est ni opportun ni souhaitable. Et surtout, ajoute-t-il, François de Rugy ne pèse rien politiquement. Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Les 147 migrants secourus en Méditerranée et qui se trouvent à bord de l'Open Arms vont être répartis dans 6 pays européens, dont la France. Après un accord diplomatique trouvé hier, mais il reste ceux, 2 fois plus nombreux, qui se trouvent sur l'Ocean Viking, autre navire humanitaire, géré lui par SOS Méditerranée. Ils sont toujours dans l'attente et naviguent entre Malte et l'Italie. Fabienne Lassalle est la directrice générale adjointe de l'ONG française. On se réjouit si la solution envisagée se confirme et que, enfin, l'Open Arms, qui est en mer depuis plus de 14 jours avec 147 personnes à bord, puisse débarquer ses rescapés. Mais en effet, il y a un deuxième bateau, l'Ocean Viking, qui lui aussi est en recherche de ce port de débarquement avec 350 personnes à bord. Plus d'une centaine sont des enfants, sont des mineurs. Et là, on les laisse errer en pleine mer. Les dernières heures ont été terribles pour les passagers de l'Ocean Viking et certainement également pour les passagers de l'Open Arms, parce que la mer était mauvaise, on avait des creux de 3 mètres et nous avons eu des informations du bord comme quoi bon nombre des rescapés étaient malades, y compris l'équipage. Tout cela vient s'ajouter à une situation qui était déjà très difficile. Fabienne Lassalle, directrice générale adjointe d'SOS Méditerranée avec Claudia Bertram pour Europe 1. Europe 1. À suivre, c'est sa nouvelle lubie. Donald Trump veut acheter le Groenland. Oui, on vous raconte dans un instant. À tout de suite. 8h08, reprise de votre matinale info avec Sébastien Krebs. Et la suite du journal de Théo Manval avec donc cette information assez surprenante qui nous vient des États-Unis. Donald Trump veut acheter le Groenland. Oui, selon le Wall Street Journal, le président américain veut faire une proposition au Danemark, propriétaire actuel de cette immense île qui en est un territoire autonome. Xavier Yvon, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Donald Trump en a parlé plusieurs fois dernièrement à ses proches. Ah oui, acheter le Groenland, Donald Trump l'a évoqué dans des réunions, dans des dîners, dans des conversations informelles. Selon le Wall Street Journal, le président a même demandé au conseiller juridique de la Maison-Blanche de vérifier la légalité d'une telle opération. Pour l'ancien promoteur immobilier, forcément, acheter la plus grande île du monde, ce serait un coût énorme. Mais pourquoi cet intérêt soudain pour ce territoire couvert aux 3/4 de glace et peuplé seulement de 56 000 habitants ? Eh bien, situé techniquement en Amérique du Nord, le Groenland a une importance stratégique pour les États-Unis. Ils y ont d'ailleurs une base militaire avec un radar pour détecter les tirs de missiles. L'île est riche aussi en ressources naturelles. Et puis Donald Trump laisserait un héritage historique avec une telle extension du territoire américain. Est-ce un projet vraiment sérieux ? Les proches du président cités par le journal sont divisés. En tout cas, ce ne serait pas la première tentative. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le président Truman avait offert 100 millions de dollars au Danemark pour racheter le Groenland. Refus catégorique. Hasard du calendrier, Donald Trump doit justement se rendre à Copenhague dans 2 semaines. Ça tombe bien. Merci beaucoup Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Et en parlant du Groenland, la banquise a atteint son plus bas niveau jamais mesuré, une surface inférieure de 20% à sa moyenne habituelle. C'est ce que révèlent les dernières données de l'agence atmosphérique américaine, qui confirme par ailleurs que le mois de juillet 2019 a été le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire de l'humanité. Un touriste français de 27 ans disparu depuis une semaine dans le sud de l'Italie. Il était parti faire une randonnée seul vendredi dernier dans une zone très escarpée au sud de Naples lorsqu'il a envoyé un message au service de secours disant avoir fait une chute et avoir les 2 jambes cassées. Les moyens mobilisés jusqu'ici n'ont pas permis de le retrouver. Europe 1, il est 8h10. On passe à l'actualité des sports avec le rugby. Premier match de préparation au mondial pour le 15 de France. C'est demain à Nice. Test match contre l'Écosse. Hier, le manager Jacques Brunel a annoncé l'équipe qui débutera la rencontre avec quelques surprises après une préparation physique vraiment très intense. Simon Rubin.
Créer de l'osmose et faire monter tout le groupe en pression. Voilà l'objectif des Bleus en plein stage à Nice avant leur premier match de préparation demain face à l'Écosse. Et pour motiver tout le monde, le staff a choisi de faire confiance à quelques joueurs qu'on avait peu ou pas vus récemment. Les troisième lignes, Olivon et Kroos, appelés comme joueurs de réserve, auront leur chance de briller. Idem pour l'ailier Aliveretti Raka qui jouera son premier match en bleu. Une grande répétition, très attendue donc, mais déjà un premier problème, une blessure pour Geoffrey Doumerou, le centre de 29 ans, annoncé par Jacques Brunel, le manager. Il est forfait pour la Coupe du Monde, malheureusement. Il a une lésion fissuraire au niveau du tendon d'Achille et donc le délai supposé pour qu'il se rétablisse sera trop important pour qu'on puisse mettre en danger l'équilibre de notre équipe et partir avec quelqu'un de blessé à la Coupe du Monde. À ce forfait, il faut également ajouter la blessure plus légère de Camara et puis l'absence de Guirado, le capitaine qui est ménagé. Alors oui, le 15 de France rêve d'osmose et de cohésion, mais pour le moment, entre les absences et les incertitudes autour des choix des titulaires, difficile d'y voir très clair. Simon Rubin en football, début ce soir de la deuxième journée de Ligue 1. Lyon reçoit Angers, coup d'envoi à 20h45. Et puis silence, on tourne. Paris est plus que jamais la capitale du cinéma cet été. On savait que la ville avait la cote, le romantisme à la française, les plans de Montmartre ou de la Tour Eiffel. Mais le nombre de tournages a doublé en 4 ans. Beaucoup se font en ce moment quand les rues sont peu à peu désertées par les passants qui peuvent devenir, c'est vrai, parfois un peu encombrants. Caroline Baudry. Moteur, action. Notre gouvernement est résolu à... Face à la caméra, Lambert Wilson incarne un Charles de Gaulle déterminé. Pour son film sur la Seconde Guerre mondiale, le réalisateur Gabriel Lebaumin tourne entre autres à l'intérieur de bâtiments historiques parisiens. C'est vrai qu'il fait chaud sous les costumes d'époque, mais selon lui, la saison est idéale pour filmer dans ces lieux vidés de leurs occupants. On a la possibilité d'investir des lieux qui sont des lieux publics et finalement de les projeter dans des espaces qui sont des espaces de fiction. On a pu reconstituer au sein d'un hôtel particulier du 7e arrondissement un feu, littéralement un auto-da-fé à l'intérieur de la cour. On a eu le sentiment de pouvoir travailler vraiment comme si nous étions chez nous. Mais pour d'autres réalisateurs, c'est toute une rue ou un quartier qu'il faut replonger dans le passé. Michel Gomez de la mission Cinéma de Paris reçoit cet été beaucoup de demandes, parfois insolites. Cacher les passages piétons, etc. Masquer les feux rouges, habiller les rues avec des figurants, avec des voitures à chevaux. L'avantage de tourner l'été, c'est que les Parisiens sont moins présents, donc il y a des neutralisations de circulation, il y a des stationnements un peu imposants qui sont un peu plus faciles à faire pendant ces périodes-là. Une de ces demandes les plus folles de l'été, mettre des chevaux au grand galop sur un pont, puis dans les rues du centre de Paris. Caroline Baudry pour Europe 1. Et on adore voir Paris au cinéma, c'est toujours magnifique. Ouais, c'était le journal quelque chose de Théo Manval. À tout à l'heure, à 9h Théo.